Bonjour Mona Cholet, Bonjour. bienvenue sur Mademoiselle. Merci. Donc on est là aujourd'hui pour parler de Chez soi, une odyssée de l'espace domestique, donc qui est le nouveau livre que vous venez de sortir, et dans lequel vous expliquez en fait comment on en est venu à déprécier le fait de rester chez soi et le travail domestique. Et il y a quelque chose dans votre réflexion qui m'a fait penser à une chanson d'Oxmo Puccino qui dit Casanier, la fenêtre ouverte sur le monde entier. Alors pour vous, c'est quoi la définition du casanier? Probablement quelqu'un qui a besoin régulièrement de... Pas forcément quelqu'un qui reste chez soi en permanence, même si ça peut être un fantasme, et un fantasme assez agréable parfois, mais quelqu'un qui en tout cas a besoin d'alterner entre les moments où il a une vie sociale, où il partage des choses avec les autres, où il sort, où il se promène, et les moments où on a plus besoin d'une sorte de repli, enfin de... laisser un peu les choses se décanter, réfléchir, traîner, être sur un autre rythme aussi. Être chez soi, se laisser vivre, c'est aussi retrouver une sorte de lenteur et peut-être de logique un peu différente en fait dans la manière dont on vit le temps et dont on vit tout court, quoi. Et justement, vous soulignez cette contradiction dans votre livre que pour se sentir bien dans un logement, il faut qu'il soit entretenu, qu'il soit agréable à vivre. Est-ce que finalement, c'est pas les gens qui attachent le moins d'importance à leur logement qui en profitent le plus? Ce qu'on interroge assez peu, il me semble, c'est la place que prend le travail dans tout ça, parce que la norme encore aujourd'hui, même si dans les faits, il y a toutes sortes de variantes, il y a du temps partiel, enfin, ou pas de travail du tout, bref. Mais la norme sociale, ça reste travailler à plein temps, donc 5 jours par semaine, partir de chez soi le matin, rentrer le soir. Et évidemment, ça laisse très peu de temps pour profiter de son chez-soi, c'est-à-dire on est entouré par tout un discours, enfin aujourd'hui avec la vogue du lifestyle, tout le monde est un peu obsédé par l'idée d'avoir la plus belle déco, de cuisiner des bons petits plats, etc., des pâtisseries. Et finalement, ça pose la question, bah oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on a comme temps pour être, pour profiter vraiment de sa maison et en fait, concrètement, on en a tous assez peu. Il me semble que si on vivait dans des conditions idéales, c'est-à-dire si on avait assez de temps pour s'en occuper, si c'était réparti équitablement entre toutes les personnes qui partagent un lieu, il me semble qu'on pourrait trouver une sorte de sagesse dans le ménage. Mais évidemment, on en est très loin. Et, Justement, vous expliquez en fait dans le livre que c'est les femmes qui sont les premières à souffrir finalement de ce manque de temps, de ces tâches domestiques dépréciées. Et vous expliquez que ça vient d'un long processus, en fait, qu'au cours des siècles, on leur a inculqué ça. Est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle avec ce que vous expliquez sur le culte de l'apparence dans Beauté fatale, qui est aussi quelque chose qu'on inculque aux femmes? Oui, pour moi, c'était un peu la prolongation de la réflexion de Beauté fatale, c'est-à-dire... d'ailleurs, dans Beauté fatale, j'avais un petit peu parlé de la femme au foyer, parce que ça faisait partie de... pour moi, ça fait partie un peu de ce retour, enfin, en même temps, je ne sais pas si on en était vraiment sorti, mais en tout cas de cette remise au goût du jour d'une forme de féminité traditionnelle qui passe à la fois par le souci de l'apparence et aussi par l'investissement du foyer comme lieu d'épanouissement. Je suis vraiment frappée de voir à quel point ces images qu'on pourrait penser complètement ringardes, en fait, se renouvellent constamment et elles s'arrangent toujours pour revenir sous une forme branchée, désirable, glamour, quoi. En fait, on a l'impression que quelque part, l'idéal, ça reste la ménagère du 19e siècle, en fait. Et d'ailleurs, dans Chez soi, vous parlez de cet idéal qui est véhiculé, entre autres, par les blogs de lifestyle. Ouais. De la même façon que vous parliez des blogs mode et beauté aussi dans Beauté fatale. Alors, dans quelle mesure, pour vous, ces blogs ont une influence par rapport aux médias traditionnels? Je pense qu'il y a une continuité entre médias traditionnels et blogs. Je pense qu'il y a une appropriation, en fait, par des femmes qui autrefois étaient seulement lectrices et qui aujourd'hui peuvent... rentrer dans cette sorte de compétition, essayer de se faire remarquer. Moi, ça m'intéressait de réfléchir à la façon dont Internet nous reconfigure le cerveau, en fait, assez largement, et les réseaux sociaux en particulier. C'est comme si on était constamment reliés aux autres en pensée, en fait, et qu'on se disait, tiens, ça pourrait... il faudrait que je recopie cette citation, il faudrait que je tweete cet article... C'est comme si la pensée du partage avec les autres était déjà présente au moment où on lit quelque chose, où on apprécie quelque chose. Finalement, on n'a aucun recul, enfin, on ne se rend pas du tout... On ne sait pas ce qu'on fait, littéralement. Donc, bon... Voilà, je crois qu'il y a vraiment que ça à faire, c'est-à-dire essayer de partager un peu comment on ressent les choses, ce qu'on ressent comme un danger, ce qu'on ressent comme
plutôt un avantage ou un bénéfice, quoi. Et justement, dans le livre, vous parlez de vous-même en disant que vous êtes une journaliste casanière et que c'est extrêmement mal vu par vos Ouais, c'est pairs très de se embarrassant. revendiquer Ouais. casanier quand on est journaliste. Et je me dis aujourd'hui, avec le journalisme web, il y a aussi le public qui vient reprocher aux journalistes Ouais. de faire du journalisme de bureau. Alors qu'est-ce que Ouais, vous en ouais. pensez? Mais a raison, assez largement. Je pense que. Enfin, c'était vraiment très délicat à écrire ce passage parce que je voulais surtout pas être mal comprise. Je pense que quand on est journaliste, on doit sortir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien à quel point, avec la réduction des coûts, la crise de la presse, les journalistes doivent vraiment se bagarrer pour avoir le droit de continuer à sortir. Et c'est très important qu'ils puissent le faire. Voilà. Donc, après, ce qui me gêne, c'est que souvent, il me semble qu'on a une vision un peu simpliste, c'est-à-dire que je pense que ça ne suffit pas, en fait. C'est-à-dire que le terrain ne fait pas de miracle en tant que tel. Je crois pas je pense pas que l'accès au monde se fait d'une manière aussi simple, en fait. C'est-à-dire c'est pas parce qu'on est déplacé de son contexte familier à un contexte inconnu qu'on va tout d'un coup avoir une révélation et tout comprendre et être capable de rendre une expérience juste, et voilà. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressée aux écrivains voyageurs, parce que je trouve que c'est vraiment des très beaux exemples de gens qui à la fois... je le dis bien pour Nicolas Bouvier, qui est vraiment mon idole et qui est un peu l'exemple parfait pour moi de ce genre de figure. C'est quelqu'un qui alterne en fait déjà les périodes d'écriture, donc forcément où il est chez lui, seul, enfermé, et puis les moments où il lit beaucoup aussi. C'est quelqu'un qui a énormément lu avant de partir. Il faut aussi avoir lu, avoir réfléchi, avoir passé du temps seul dans son coin, pour ensuite être capable de faire des voyages et simplement des sorties, des reportages plus modestement qui soient pertinents en fait. Vous dites justement que une des rares activités à la maison qui n'est pas dépréciée, c'est justement le travail d'écrivain, puisqu'il vise à produire quelque chose. Alors, vous-même, vous écrivez beaucoup. Je crois qu'au départ, j'étais quelqu'un qui aimait vraiment j'aimais beaucoup rester chez moi parce que j'aimais écrire et j'aimais lire, donc c'est des activités qui nécessitent. Et puis j'aimais traîner, rien foutre. Donc, au départ, c'était vraiment ça. Je me suis pas mise à écrire pour justifier le fait que je sortais pas beaucoup. Quand vous produisez rien de visible, en fait, les gens autour de vous sont complètement paniqués. Ils viennent tout le temps vous ouvrir la porte et vous dire « mais qu'est-ce que tu fais là, sors un peu ». Il y a ce côté comme si c'était vraiment malsain, en fait. Et je pense qu'effectivement, les gens qui arrivent à produire quelque chose à partir de leur enfermement, même si c'est un enfermement relatif, je pense que du coup, ils gagnent une forme de légitimité, en fait, à passer beaucoup de temps seul. Mais c'est dommage parce que je pense que même quand ça produit rien de tangible et de concret, je pense qu'on est très nombreux à pouvoir en avoir besoin et à en retirer des bénéfices. Et je pense qu'on pourrait plus foutre la paix aux gens qui ont besoin de solitude. Voilà. Et alors, en même temps, dans Chez Soi, vous disiez « Beaucoup de féministes n'éprouvent aucune nostalgie à l'égard du modèle qu'elles rejettent. Donc, en l'occurrence, celui de la femme parfaite, entre guillemets, la blogueuse lifestyle qui peut tout contrôler. Moi, si. » Et vous parliez aussi du risque d'être considérée comme une traîtresse par les féministes. C'est vrai que j'en avais un peu ras-le-bol des discours qui disent alors il y a les femmes au foyer qui restent chez elles pour élever leurs enfants, et il y a celles qui vont plus sur des terrains qui sont traditionnellement masculins et qui essayent de faire leur place, mais chacune fait ce qu'elle veut, chacune fait son choix, etc. Et bon, ça me semble ignorer complètement à quel point nos choix sont toujours conditionnés, c'est-à-dire... j'ai beaucoup de mal à croire les femmes qui disent je reste chez moi et j'élève mes enfants et je me contente du rôle de compagne et de mère parce que c'est ce dont j'ai envie. Je veux dire que quand on continue quand même à baigner dans une culture qui, en dépit de tout, valorise énormément ce modèle-là, je crois qu'on ne peut pas ignorer qu'on est quand même sous influence. On nous reprochera toujours quelque chose. Justement, pour vous aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut sortir de ce conditionnement? C'est très dur de lutter contre ces images, il me semble. C'est-à-dire que... j'ai cité dans le livre un très beau texte de Virginia Woolf sur l'ange du foyer. Au moment où elle était jeune journaliste, elle a voulu commencer à écrire et elle dit qu'elle a dû commencer par tuer l'ange du foyer.
parce que c'était cette figure comme ça envahissante qui l'empêchait d'écrire comme elle voulait. Elle a mis beaucoup de temps à mourir, c'était très dur parce que c'est très dur de tuer une idée. Et moi je me suis dit mais c'est fou comme un siècle plus tard cette idée est toujours là en fait. Et donc dans ce combat féministe, donc vous avez parlé du corps avec Beauté Fatale, de l'environnement qui nous entoure avec Chez Soi. Alors la prochaine étape de ce combat, qu'est-ce que c'est? Non, mais en fait le sujet de Chez Soi, bon c'est vrai qu'il était déjà un peu présent dans Beauté Fatale, mais en fait il s'est imposé peu à peu, et puis j'aime bien en fait ces processus aussi où finalement on ne sait pas du tout ce qui va arriver comme nouvelles idées, et donc je force pas trop quoi. Est-ce que vous partez toujours finalement de votre propre vécu? Ouais, Vous assez travaillez largement. une idée? Ouais, de ce qui me travaille. Enfin, pour Chez Soi, c'était assez drôle parce que c'est parti de quelque chose que je pensais au départ complètement déconnecté de tout travail et de toute recherche intellectuelle ou autre. C'est-à-dire quand j'ai plongé dans l'internet des images en fait, c'est-à-dire j'ai découvert les réseaux de partage d'images, Pinterest et Tumblr. Je me suis vraiment prise au jeu et je pensais que c'était un simple plaisir, et en fait je me suis aperçue que peu à peu que ça m'amenait aussi à changer ma façon de penser, c'est-à-dire à penser d'une manière plus concrète. Et du coup la maison comme espace concret s'est imposée aussi, je pense, grâce à ça en fait. En voyant simplement aussi les tonnes d'images de maisons idéales partagées sur ces réseaux, qui moi me ramenaient complètement à mes fantasmes à moi aussi. Donc ouais, c'est venu d'une manière assez inattendue et j'aime bien en fait ce genre de surprise. D'accord, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.